14h15, la suite du grand journal à écouter sur l'application Radio J, téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes docteur en géopolitique et vous avez récemment fait paraître chez Bréal un livre intitulé La Sportocratura sous Vladimir Poutine. On s'intéresse avec vous, Lucas Aubin, aux enjeux géopolitiques qui traversent les Jeux Olympiques d'été de Tokyo. La grande absente de la compétition, c'est évidemment la Russie, exclue pour 2 ans de l'ensemble des grandes compétitions internationales. Alors rappelez-nous, Lucas Aubin, quelles ont été les raisons et l'origine finalement de cette exclusion? À l'origine, il faut remonter finalement en 2014, donc on est après les JO de Sotchi, et des premières révélations commencent à arriver, à tomber. 3 lanceurs d'alerte notamment, donc le couple Stepanov et Grigori Rodchenkov, qui est l'ancien directeur du laboratoire de l'agence antidopage russe, qui déclarent finalement qu'en Russie, il existerait, depuis la fin des années 2000, un système de dopage institutionnalisé ou d'État, en tout cas organisé par les autorités, pour faire en sorte que la Russie remporte davantage de médailles, davantage de rencontres sportives à l'échelle planétaire. Et s'ensuit plusieurs enquêtes de l'Agence mondiale antidopage qui révèlent effectivement qu'il y a en réalité un système de dopage institutionnel en Russie. Alors on ne sait pas s'il est piloté par le sommet du Kremlin, à savoir Vladimir Poutine, aucune preuve en atteste, mais Au minimum par le en ministère des attendant, Sports, par exemple? a priori, par le ministère des Sports, si, probablement, étant donné qu'on a retrouvé des mails de Vitaly Mutko, qui est l'ancien ministre des Sports de l'époque, qui effectivement révèle qu'il était au courant. Donc voilà. Donc en attendant, il y a une décision qui a été prise de la part de l'AMA et du TAS, du Tribunal arbitral du sport, en décembre 2020, qui déclare effectivement que la Russie est exclue pour 2 ans des grandes compétitions sportives internationales. Alors après, exclue comment? Tout est une affaire de subtilité, c'est-à-dire que les athlètes russes peuvent quand même participer Ils aux sont bien là compétitions, mais puisqu'ils participent sous l'acronyme ROC pour Russian Olympic Committee. Comment, Lucas Aubin, est-ce que c'est tout perçu à fait. justement par les Russes, cette présence, absence de la délégation russe? C'est perçu comme une honte nationale. En fait, finalement, les Russes se sentent exclus à nouveau, se retrouvent dans une situation du seul contre tous, une situation qui est assez récurrente sous Vladimir Poutine, finalement, depuis 2000. Et donc, il y a cette idée un peu revancharde aujourd'hui de la part des athlètes et de la population russe d'utiliser ces JO comme une scène médiatique pour montrer finalement, d'une part, les succès sportifs de la Russie. Donc, il y a vraiment cette volonté d'utiliser la compétition pour gagner des médailles et montrer que malgré tout, la Russie existe encore sur la scène sportive internationale. Et il y a aussi cette idée d'utiliser l'événement pour expliquer que c'est un événement politique, cette exclusion, qu'elle n'est pas fondée. Et le discours des dirigeants russes ces derniers mois en tout cas, montre qu'il y a toujours une opposition géopolitique de représentation entre les autorités jugées occidentales qui ont décidé l'exclusion de la Russie et les autorités russes qui, elles, déclarent régulièrement qu'il n'y a pas de dopage d'État ou de dopage institutionnel en Russie. Donc il y a vraiment 2 discours qui existent aujourd'hui et 2 discours qui sont parfaitement opposés. Mais est-ce que paradoxalement, ça ne sert pas le discours et la rhétorique anti-Occident traditionnelle de Vladimir Poutine? Bien sûr, il y a cette idée en Russie depuis 2000 et surtout depuis le virage conservateur de 2012, d'une Russie seule, contre tous, de cette idée de guerre permanente en fait qui permet au pouvoir russe de rester au sommet du pouvoir justement. Parce qu'évidemment quand on se met dans la position du seul contre tous, le président devient finalement le dernier bastion, du pays en fait, et ça lui permet de conserver dans une certaine mesure une popularité. Alors la popularité évidemment elle est à nuancer. Il y aurait beaucoup, beaucoup de nuances à apporter sur le fait qu'il existe aujourd'hui une opposition hors système en Russie qui régulièrement se montre, et on l'a vu évidemment avec justement Alexei Navalny qui a été empoisonné puis emprisonné, mais qui existe quand même sur les réseaux sociaux. Donc cette opposition existe, mais globalement, quand même, c'est important de le rappeler, globalement, Vladimir Poutine conserve une aura populaire en Russie, et cette situation du seul contre tous lui permet
de rester un peu à ce niveau, en fait, Ces concrètement. dernières années, Lucas Aubin, les représentations sportives, voire même viriles de Vladimir Poutine sont monnaie courante. On a beaucoup parlé d'ailleurs de la diplomatie du judo du président russe. Poutine qui est à la fois un pratiquant et un adepte de cette discipline. Est-ce que vous nous expliquez ce que peut recouvrir cette notion de diplomatie du judo à la russe? Ah bah, il y a plusieurs choses. C'est que la diplomatie du judo, elle a eu lieu surtout dans les années 2000. Il faut savoir qu'un des premiers déplacements du président russe, quand il est arrivé au pouvoir en 2000, ça a été au Japon, justement. Donc en fait, ce surnom, cette diplomatie du judo vient de là, c'est-à-dire que le président étant ceinture noire de judo, ayant fait ses classes dans la ville de Leningrad, donc ancienne Saint-Pétersbourg, dans les années 60 et 70, il connaît très très bien ce sport et il en fait la promotion dans le monde entier régulièrement. Il l'avait fait d'ailleurs avec Jacques Chirac, le président français aussi, à une certaine époque, étant donné que Jacques Chirac était lui un grand fan de sambo aussi et de culture japonaise de manière Et générale. de quelle manière ça peut Voilà. incarner sa manière d'exercer le pouvoir? Il y a vraiment cette idée avec Vladimir Poutine, la nation russe est de retour, la nation russe se redresse littéralement du poids finalement de l'idéologie communiste qui avait écrasé le peuple russe, de l'idéologie capitaliste qui avait elle également écrasé d'une autre manière le peuple russe. Vladimir Poutine se veut une sorte de jonction du meilleur des deux modèles, en fait, le capitalisme et le communisme, et en se redressant grâce au sport, il donne cette volonté, il transmet cette volonté au peuple russe en lui disant, voilà, en étant saints de corps, nous serons saints aussi d'esprit, et nous allons ensemble redresser la nation russe. Alors évidemment, tout ceci est à nuancer, là c'est la stratégie politique. Ensuite, on peut aussi voir toute la part de cynisme que ça recouvre, bien entendu, parce que c'est aussi un outil politique pour pouvoir conserver le pouvoir, un outil politique très fort, parce que ces mises en scène sportives sont perçues de façon globalement positive en Russie encore aujourd'hui. Lucas Auban, on va continuer à parler de judo, puisque deux judokas algériens puis soudanais se sont retirés ces derniers jours de la compétition olympique pour ne pas avoir à affronter le judoka israélien Tawar Boudboul, qui a été finalement éliminé tout à l'heure par un adversaire français. Dans quelle mesure ce type de situation, à l'échelle peut-être au moins du Moyen-Orient, peut se répéter de manière régulière lors des grandes compétitions internationales? Ça montre cet événement, ça montre que le sport est éminemment géopolitique et que contrairement à ce que peuvent dire les grandes instances du sport international comme le CIO, comme l'UEFA, comme la FIFA par exemple, comme on l'a pu le voir à l'Euro 2021, Tout à fait. le sport n'est pas apolitique, n'est pas une scène apolitique du tout. Au contraire, c'est une scène médiatique extrêmement puissante que les États utilisent pour faire valoir leurs intérêts. Là, en l'occurrence, on a l'exemple d'un athlète qui soutient la cause palestinienne, un athlète algérien, et qui refuse le combat, en fait, en disant que la politique est plus forte que le sport. Alors qu'en réalité, de par sa prise de décision, on voit que les deux sont liés. En fait, c'est parce que le sport est politique que sa prise de position a de l'importance, en fait. Et est-ce qu'on peut imaginer des Donc voilà. sanctions de la part des instances internationales, ou en tout cas Oui, celles des JO? c'est tout à fait. Alors des JO, ça, c'est possible, on verra, l'avenir le dira. En tout cas, la fédération internationale de judo De judo? a déclaré qu'il était exclu pour le moment, en tout cas. Donc il y a déjà des sanctions qui ont été prises, sachant que cet athlète n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà fait la même chose contre la même personne, le même athlète en 2019 en finale de championnat du monde. Donc voilà, on peut imaginer des sanctions. Pour le moment, c'est difficile de se prononcer sans avoir les prochaines décisions. On va terminer, Lucas Aubin, sur le bon côté de ces JO, de ces compétitions. C'est la course, évidemment, aux médailles. Dans quelle mesure cette course revêt, selon vous, une dimension géopolitique? On a beaucoup parlé dans le passé du duel entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, évidemment, on regarde plutôt ce qui se passe sur la ligne Washington-Pékin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est toujours très intéressant de voir l'évolution du classement des médailles au fil du XXe siècle et du XXIe siècle, parce qu'en fait, on voit l'arrivée des grandes puissances géopolitiques de demain dans les années 80, puis 90. On voyait finalement la Chine arriver, on voyait au classement des médailles que le pays se rapprochait des grands, entre guillemets, et on a vu au cours des années 90 progressivement
La Russie, évidemment, chutait au classement des médailles progressivement, remplacée peu à peu par la Chine, qui a remporté la compétition en 2008 chez elle, et qui aujourd'hui, si je ne m'abuse, enfin en tout cas j'ai regardé le classement ce midi, et la Chine était devant, je crois déjà. Donc évidemment, il est trop tôt pour se prononcer, mais on voit effectivement à travers juste ce classement des médailles, la redistribution des cartes géopolitiques à l'échelle planétaire, et nul doute qu'on assiste peu à peu à l'apparition d'une nouvelle guerre froide du sport, qui est cette fois multipolaire, mais qui pourrait bien redevenir bipolaire dans le futur entre les États-Unis potentiellement et les alliés occidentaux, face finalement à une Chine communiste plus autoritaire, même si elle est libérale, alliée finalement de la Russie et d'autres pays jugés également, si ce n'est autoritaire, en tout cas plus conservateurs. Et c'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Lucas Aubin, de m'avoir accordé cette interview. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La Sportocratura sous Vladimir Poutine. C'est publié chez Bréal. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.